Et une autre chose qu'on peut remarquer, c'est que ce code génétique qui est codé par ces bases, ces marches qui sont de 4 couleurs différentes, ATGC, est le même depuis le début de la vie. Il y a des virus qui ont des choses qui sont un petit peu différentes, mais au départ, ça a été des bactéries, et donc c'est le même. Et donc, pour comprendre le fonctionnement du code génétique, il est tout à fait inutile à l'heure actuelle de vouloir travailler sur des embryons, ça n'a aucun intérêt. Travailler sur des embryons de souris suffit largement. On est extrêmement loin de connaître, je ne sais pas moi, 5%, de comprendre 5% du génome à l'heure actuelle. Il y a plus de 95% du génome où on n'y comprend rien. Le code génétique est un code extrêmement puissant, comme je vous le disais. C'est un code qui est très condensé, puisque les parties codantes, les parties gènes, les gènes eux-mêmes, toute une partie, c'est donc la partie où on ne comprend pas, les gènes eux-mêmes forment l'équivalent sur un disque d'ordinateur d'environ 20 à 30 mégaoctets. 20 à 30 mégas, pour ceux qui n'aiment pas trop l'informatique, c'est à peu près la taille que prend ma présentation PowerPoint, là. Donc, si vous réfléchissez bien, dans quelque chose qui est extrêmement, finalement, moi, ça contient très peu d'informations, eh bien, on a toute l'information pour coder le développement, à partir d'une cellule, le développement d'un humain, la manière dont il va être constitué, qu'il ait telle taille, qu'il ait quatre membres, etc., etc., et son fonctionnement. Donc, c'est un système extraordinairement bien fait. Juste en aparté, on se demande souvent s'il y a plusieurs hommes identiques. Moi, je me suis posé la question quand j'étais gamin, est-ce que j'ai un jumeau? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pareil que moi sur Terre? Ou est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui était pareil que moi? Eh bien, je peux vous rassurer, sauf si vous avez un vrai jumeau, eh bien, en dehors de ce cas, il n'y a personne qui a le même code génétique que vous sur la Terre. Dans toute l'histoire de l'humanité, même si ça va dans 1 milliard d'années, vous avez plus de chances de gagner au loto, le gros lot, tous les dimanches, toute votre vie, que d'avoir un jumeau identique à vous-même. Donc vous êtes absolument unique. Alors, on va venir à notre embryon, rassurez-vous. Donc on va un tout petit peu parler des gamètes, parce que les gamètes, c'est quelque chose qui est évidemment essentiel pour l'embryon, et sur lequel il faut remarquer, il faut faire certaines remarques. Les gamètes, donc nos cellules ont 46 chromosomes, les gamètes sont des cellules qui ont moitié moins, qui ont la moitié du stock, et en se rassemblant, les gamètes paternelles et maternelles vont permettre de redonner un embryon à 46 chromosomes avec tout le matériel génétique, moitié paternel, moitié maternel. Et on peut se poser une question sur l'utilité des gamètes. Mes gamètes, mes spermatozoïdes à moi, ne me servent à rien. Ils m'ont servi à avoir des enfants, et donc ils ont servi à mes enfants. Mais moi-même, je n'aurais pas eu de spermatozoïdes et je n'aurais pas été dans une situation où j'ai des enfants, eh bien, mais ils ne m'auraient servi à rien, personne n'aurait remarqué que je n'avais pas de gamètes. Je n'aurais pas de cellules musculaires ou des cellules musculaires malades, je n'aurais pas de cellules de foie, je n'aurais pas de cellules de rein, je serais mort. Les gamètes, donc, c'est des cellules qui sont particulières parce qu'elles ne sont pas tournées vers moi, contrairement à toutes mes autres cellules, elles sont complètement tournées vers l'autre qui va en être issu. Et c'est tellement vrai que même dans leur code génétique, elles portent cette empreinte. Il y a beaucoup de personnel du corps médical ou paramédical, et donc vous avez tous entendu parler de la méiose, cette division particulière de formation des gamètes, et dans la méiose, il y a le crossing over, qui est la recombinaison méiotique, et qui fait qu'il y a une recombinaison entre les chromosomes d'origine paternelle et maternelle. Si bien que si je suis un chromosome dans l'un de mes spermatozoïdes, si je suis le chromosome 16 par exemple, eh bien, il ne va pas avoir la même séquence que dans mes cellules. Il va avoir une partie du chromosome d'origine paternelle, puis une partie du chromosome d'origine de ma mère, etc. Donc, les gamètes sont vraiment des cellules qui sont complètement tournées vers la vie d'autrui et plus du tout tournées à mon profit. Il y a ici, d'ailleurs, vous pourrez en parler avec lui, le docteur Lafont, qui est un bon spécialiste de ce problème. Alors, les gamètes, on a l'ovocyte, qui est une cellule qui est rare, qui est une cellule très volumineuse, qui est produite dès le stade fœtal. Une petite fille des 4 mois dans le ventre de sa mère, quand elle est un tout jeune fœtus, a déjà son stock d'ovocytes pour toute sa vie. Et c'est la seule cellule aujourd'hui connue pour avoir tous les éléments nécessaires au démarrage d'un nouvel embryon. C'est une grosse cellule, c'est une cellule qui fait 150 microns à peu près 140-150 microns de diamètre, donc qui est visible à l'œil nu, difficilement, mais c'est visible à l'œil nu.
Le spermatozoïde, à l'inverse, est une toute petite cellule. Celui qui est illustré là, il est à peu près multiplié par 100 comme taille. Et ils sont très nombreux, la production est continue, on peut monter à des productions de l'ordre de 100 millions de spermatozoïdes par jour. C'est une cellule qui est beaucoup plus résistante. L'ovocyte est très fragile, il survit à peine 24 heures. C'est après la ponte ovulaire, c'est la cellule qui est la plus fragile, je dirais, de l'organisme. Alors que le spermatozoïde survit 3 à 5 jours, ce qui est une cellule qui vit quand même très peu de temps, mais quand même c'est beaucoup plus résistant. Et du coup, d'ailleurs, il est congelable, contrairement à l'ovocyte, que j'ai marqué comme non congelable, qui est congelable aujourd'hui, mais très difficilement congelable. Vous voyez, on arrive à notre embryon quand même, on progresse. Donc la fécondation, ça va être le début de ce nouvel embryon. Et la fécondation, elle a lieu au 14e jour du cycle. Le spermatozoïde est quand même très courageux dans une fécondation parce qu'il parcourt environ 10 000 fois sa longueur, donc c'est un sacré chemin. Et ce chemin n'est pas inutile parce qu'il va y avoir une maturation et puis parce qu'il va y avoir dans une certaine mesure une sélection des spermatozoïdes, les spermatozoïdes qui ont des anomalies, qui sont par exemple qui ont un mauvais stock génétique et qui ont trop de chromosomes, qui ont le double du stock de chromosomes, ce qui arrive dans un certain nombre de cas, vont être trop lourds et donc vont être pénalisés par rapport aux autres, si bien que ce parcours sert à ce que les spermatozoïdes, ceux qui sont dans le meilleur état, arrivent à féconder. Il y a une autre chose qu'il faut remarquer, c'est que sans la fécondation, on a quelques jours de survie de ces cellules, comme vous l'avez vu, et dès qu'il y a une fécondation, la partie est complètement changée, puisque ça va donner un individu, une personne, et donc on va en avoir pour des années et des années à partir de cette cellule. Donc la fécondation, on va en parler un peu plus, c'est la fusion des membranes, c'est quelque chose qui est irréversible. Avant la fécondation, il y a 2 cellules, après la fécondation, il y a 1 cellule, et dès la fécondation, eh bien, le code de la vie dont on parlait tout à l'heure, tout le code génétique, est fixé définitivement, complètement différent de son père et de sa mère, pour former un nouvel organisme qui, au stade 1 cellule, est appelé le zygote. Le système est quand même très bien fait puisqu'il y a une spécificité d'espèces forte, et que, par exemple, les spermatozoïdes humains ne peuvent pas féconder des ovocytes de vache, c'est absolument impossible, parce que la membrane autour de l'ovocyte comporte des sites de fixation pour les spermatozoïdes humains, pour les ovocytes humains, et pour les ovocytes de vache, pour les spermatozoïdes de taureau. Donc ça évite les fécondations croisées, qui sont quand même possibles, mais vous connaissez les cas où c'est possible, c'est rare, c'est le mulet, c'est entre le lion et le tigre, il y a quelques cas où c'est possible, mais c'est quand même tout à fait exceptionnel. Alors la fécondation, c'est le spermatozoïde s'approche de l'ovocyte, arrive au niveau de la membrane pellucide, et avec sa tête, dissout, si vous voulez, une part de la membrane pellucide, c'est la tête, ça s'appelle l'acrosome, qui disparaît progressivement, et il arrive ainsi au contact de la membrane cellulaire de l'ovocyte. Et quand il arrive au contact de la membrane, là j'ai représenté, vous voyez, le petit schéma, le rond, c'est la tête du spermatozoïde, le petit trait, ça représente la membrane de l'ovocyte, eh bien, il y a une fusion des membranes. Avant cet instant, il y avait 2 cavités, 2 cellules. Après cet instant, il n'y a plus qu'une cellule, qu'une seule cavité. Les 2 noyaux sont dans la même cavité. C'est la fécondation. Ce temps est donc quelque chose d'important et il est très précis, il est très rapide. Une fécondation, il y a 2 cellules, la fusion des membranes, c'est quelque chose qui prend quelques secondes. Et ça prend à tout casser une vingtaine de secondes. Donc il y a un moment précis, c'est pas du tout quelque chose qui est prolongé dans le temps. On sait quand il y a une fécondation. Et quand il y a la fécondation, il y a des systèmes qui se mettent en place immédiatement de façon à empêcher qu'il y ait un second spermatozoïde qui féconde cet ovocyte. Chez l'homme, c'est pas la même chose dans toutes les espèces. Chez l'homme, l'ensemble du spermatozoïde pénètre l'ovocyte, et alors que chez l'oursin, c'est pas le cas. Si je vous parle de l'oursin, c'est que tous les médecins doivent se souvenir de la larve protéus d'oursin qu'on a tous appris en cours d'embryologie en faculté. Et bien chez l'oursin, c'est pas du tout le même mécanisme de fécondation. Mais chez l'homme, c'est absolument indispensable parce que la pièce intermédiaire du spermatozoïde, ce qui est juste à l'avant du flagelle, va servir de centriole et est essentielle donc pour le développement du nouvel embryon.